Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite FAQ. Après la victoire du Barça contre Majorque la dernière fois, voilà, j'avais mis une petite boîte à questions sur Instagram. Et vous avez été nombreux à me poser des questions, donc on va essayer d'y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Donc on va commencer avec les questions qui ont été posées sur Discord, il y en a moins, donc je commence toujours un petit peu par le Discord. Si vous voulez rejoindre le Discord, le lien est dans la description de la vidéo. On commence donc avec Grenat Bleu qui dit salut café, salut. Hector Fort peut-il être passé devant Gérard Martin en un seul match contre Majorque? C'est la question qui revient souvent. Alors désolé d'avance pour les autres, mais je ne reprendrai pas la même question, hein. Il y en a eu pas mal dans ce style. J'aurais tendance à dire que non. Non, Hector Fort ne passera pas devant Gérard Martin en un seul match. Il faut prendre en compte aussi le fait que Baldé va pas tarder à revenir. L'objectif pour Fleet, c'est pas de trouver un remplaçant sur la durée à Baldé. L'objectif, c'est de bricoler en attendant le retour de Baldé, concrètement. Plus ou moins bricoler, vous m'avez compris. Trouver une solution temporaire. Donc la solution temporaire, c'est Gérard Martin. Il y en a plein qui ont dit le match d'Hector Fort a été très bon. Bon après, le match dans l'ensemble était plutôt bon. Donc peut-être qu'on a la vision aussi du match dans l'ensemble qui a joué sur la perf d'Hector Fort aussi. En gros, ce que je veux dire, c'est que si Gérard Martin avait été titulaire, est-ce que ça aurait été totalement différent d'Hector Fort? C'est pas exactement le même profil, certes, mais vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si ça aura changé tout le match, tu vois, d'avoir juste... voilà. Mais la question mérite d'être posée, oui, évidemment. Hector Fort qui a fait un bon match et on se demande pourquoi il n'a pas eu de temps de jeu jusque-là. Parce que quand il joue, comme la dernière fois, il est plutôt bon. Sans faire des matchs prime Daniel Alves, mais c'est pas ce qu'on attend de lui de toute façon, mais en tout cas il fait quand même ses matchs, je trouve. Quand il joue, il est plutôt bon, il est correct, à l'image de ce qu'a fait Pablo Torre. Quand à chaque fois qu'il jouait, il était plutôt bon, il a marqué des buts en plus, il était décisif. Pau Vitor aussi, à chaque fois qu'il rentre, généralement il est plutôt bon. Donc pourquoi ne pas lui faire un petit peu plus confiance? Bref. Maintenant, je pense que Fleet, il a dans l'idée de mettre vraiment un latéral gaucher à gauche. C'est un peu l'info qui est sortie, je crois, dans les médias. Mais je pense que Gérard Martin, c'est pas pour rien que s'il est le remplaçant de Baldé depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison, il y a quand même une certaine rotation entre Baldé et Gérard Martin. Hector Fort, c'est la première fois qu'il remplace Baldé, je crois. Ou peut-être la deuxième, je sais plus. Mais là, cette saison, c'est Gérard Martin qui a pris la place. Donc en soi, il n'y a pas vraiment de raison que ça change en un seul match contre Majorque à domicile. Ensuite, il y a Sofiane qui dit Yamal avait l'air pas très content après sa sortie. Ça commence à en faire trop. Je suis inquiet pour la discipline dans le groupe. Non, j'ai pas eu cette sensation personnellement. J'ai vu Yamal sortir. J'ai vu la tête qu'il faisait. C'est pas choquant. Il souriait pas, mais bon, voilà, c'est pas. Ça m'a pas choqué du tout là pour le coup. Vraiment pas. C'est pas comme la dernière fois avec Ansu Fati, machin, où ça a fait du bruit. Là, il y a eu énervement. Là, en vrai, ou même Ferran Torres, la dernière fois, il avait l'air pas content. Là, Lamine, il est sorti, s'est installé sur le banc. Franchement, j'ai rien vu de ça. Donc, je t'avoue que la discipline, je pense que Flick a eu un discours par rapport à ça, ou en tout cas une discussion avec certains joueurs. Et je pense que les joueurs ont compris. Et s'ils l'ont pas compris, je pense que les capitaines sont allés voir certains joueurs pour leur dire justement de rentrer dans le moule, tu vois, de fermer sa bouche, de pas montrer trop ses émotions, son énervement en tout cas, plutôt. Pas trop de choses négatives autour du groupe. Je pense que voilà, le discours des capitaines et le discours du coach, c'est on va tous dans la même direction, on va tous pousser en avant jusqu'à la fin de la saison, tu vois. Donc je vois pas non, je pense pas qu'il y aura de problème. Ensuite, il y a Imad qui dit Lewandowski nous a manqué, on le critique trop, mais premier match sans Lewandowski, on rate 52 occasions. J'espère que c'était juste le jour du gardien. Alors, j'ai vu des commentaires différents, tu vois. Autre chose, tu vois. J'ai vu, il y en a qui ont dit il n'y a pas Lewandowski et on se procure justement beaucoup d'occasions et le jeu est beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide devant, tu vois. Donc d'un côté, peut-être que les deux avis sont vrais. Peut-être que sans Lewandowski, on loupe beaucoup d'occasions, mais je pense que Lewandowski est un des attaquants qui rate le plus d'occasions en Europe aussi. Ça veut dire qu'il s'en procure aussi. Donc ça, c'est positif pour le groupe. Maintenant, lui, c'est vrai qu'il loupe quand même pas mal d'occasions, Lewandowski. Donc dire qu'on a manqué d'efficacité parce qu'il n'y avait pas Lewandowski, je pense pas que ça soit totalement vrai. Maintenant, d'avoir un buteur comme Lewandowski, c'est différent que d'avoir d'autres attaquants qui ratent. Maintenant, faut voir les frappes, tu vois. Faut voir les occasions qu'il y a eu. Il y a eu beaucoup de frappes, surtout en première mi-temps. C'était des frappes, il y avait tout le monde devant les cages.
toute la défense, il y avait des défenseurs dans les cages, il y avait le gardien qui faisait des sauvetages, et il y avait des joueurs du Barça qui tiraient. Il y a Hector Fort qui a tiré, Xavi qui a tiré, à un moment donné, il y a une action comme ça où il y a un peu tout le monde qui tire. C'est pas des frappes, c'est pas des occasions concrètes, tu vois. Enfin, il y en a eu une, c'est celle de Lamine Yamal, principalement, celle que j'ai en tête, où il arrive face au goal et il la rate, tu vois. Mais bon, voilà. Sinon, c'est des occasions, oui, on a fait beaucoup de tirs maintenant. C'est pas comme si on avait eu des occasions très concrètes, des face-à-face ratés d'attaquants, et que si ça avait été Lewandowski, il aurait marqué, tu vois. Je suis pas trop là-dedans, mais je suis plus d'avis de dire que, effectivement, collectivement, le Barça a été assez sympathique à regarder. Offensivement, on s'est procuré beaucoup d'occasions, le jeu était fluide, rapide, ça allait vite, les combinaisons devant. Et ça, je pense pas que ça joue en faveur de notre bon vieux Robert. Maintenant, de toute façon, qu'il soit là ou pas, je veux dire, dans tous les cas, on n'a pas le choix. Il est blessé. Donc voilà, mais je pense que surtout c'était un très grand jour pour le gardien de but. Ensuite, il y a Gabriel qui dit « Salut monsieur, salut, quel match de Pedri, on est très chanceux de l'avoir dans notre équipe, ça c'est sûr. Par contre, je suis hyper inquiet pour Inigo, Koundé, Rafinha et Gavi, ils sont à un carton jaune d'être suspendus. Penses-tu qu'ils vont être sur le banc contre Valladolid, vu que le match d'après c'est contre le Real Madrid ?» C'est une bonne question. Bah déjà, le match de Pedri, oui, le match de Pedri est monumental. Bon, j'en ai parlé déjà, je sais plus trop quoi dire sur Pedri, et c'est vrai qu'il y en a qui je sais pas. Je suis en train de penser à la propagande Ballon d'Or. Bon, il faudrait déjà que le Barça gagne des trophées, principalement la Ligue des Champions, pour parler de Ballon d'Or, parce que si on gagne juste la Liga, je pense que ça sera trop faible pour parler de Ballon d'Or pour un joueur du Barça, malheureusement. Je pense que un trophée en Coupe d'Europe peut faire vraiment pencher la balance pour un joueur. Maintenant, la saison de Pedri, elle est monumentale. Une très bonne saison de Rafinha et de Lamine Yamal. Et c'est vrai qu'il y a cette propagande un peu Rafinha Ballon d'Or. Je suis pas totalement contre ça. Non, moi j'étais très content quand on a commencé un petit peu cette propagande. Il y en a qui m'ont dit « Ah, vas-y, on commence la propagande Rafinha Ballon d'Or ». J'ai dit « Ok, pas de souci ». Mais oui, moi j'ai dans un coin de la tête Pedri, et je sais que les milieux sont souvent sous-estimés. Mis un peu de côté quand il s'agit de trophées individuels, parce que les trophées individuels récompensent les perfs individuels, et les perfs individuels sont mis en avant avec des buts principalement, ou alors des dribbles. Si vraiment tu dribbles tout le monde, t'es un malade mental, un peu comme Lamine Yamal, tu vois. C'est pour ça que Lamine Yamal est vraiment mis en avant, parce qu'au final il marque pas énormément de buts. Moins que Rafinha en tout cas. Donc on va plus regarder sur les passes D, les buts, les moments clés aussi dans les saisons, dans les matchs, dans certains gros matchs, grosses affiches, le joueur qui a fait gagner son équipe, donc Rafinha principalement. Mais c'est vrai que Pedri est fondamental à l'équipe, c'est lui qui fait jouer le Barça, quoi. Je pense que tout le monde l'a compris maintenant. Ça fait quand même pas mal de temps que je le répète, hein. Mais Pedri est monumental. Pedri, c'est un milieu de terrain de fou malade, quoi. C'est le meilleur joueur du monde pour moi actuellement, le meilleur milieu du monde depuis un certain temps. Mais après voilà, c'est un peu bizarre de dire ça, et je pense qu'il y en a qui vont me dire ah, tu dis n'importe quoi. Mais encore une fois, qu'est-ce que j'en ai à faire? Mais en termes de talent pur, je veux dire, après le problème de Pedri c'était son physique. Mais la saison dernière, Pedri aurait pu être monumental s'il n'avait pas été blessé toutes les 5 minutes. Donc il faut remercier évidemment le préparateur physique là, Julio Tous là, je crois c'est un préparateur physique, il me semble, qui a trouvé la bonne formule, le staff de Flick et même le coach pour la gestion du joueur. Un peu tout cet ensemble-là d'avoir su bien gérer Pedri et faire en sorte qu'il puisse faire tourner l'équipe aussi. Parce que sans Pedri, le Barça est vraiment différent quand même. Le Barça sans Pedri n'est pas vraiment le Barça. Maintenant, concernant les suspendus, je pense que les probables suspensions potentielles, je pense que oui, il va y avoir une grosse rotation contre Valladolid. Je pense pas qu'il y aura vraiment une équipe B, quoi. Pas le Barça B, parce que tu peux pas mettre tous les joueurs du Barça B, t'as pas le droit, mais il y aura une grosse rotation. Il y aura des Pablo Torre potentiellement titulaires, Pau Vitor, Hector Fort, tout ça va être titulaire, hein, je pense, contre Valladolid. Pour moi, c'est évident. Ensuite, il y a Emile qui dit salut café, salut. J'en fais peut-être un peu trop, jamais assez. Mais Xavi en point de base, c'est tellement plus intéressant que les autres postes où Flick le met. Xavi, il a joué à beaucoup de postes, hein. Xavi, il a joué ailier droit, ailier gauche intérieur du jeu. Avec Xavi, il y a 2 saisons. Il a joué dans le double pivot la saison dernière à côté de Jong avant de se blesser. Cette saison, il a joué plutôt au milieu aussi. Il avait déjà joué, mais milieu intérieur droit, milieu intérieur en général. Là, il a joué pivot. Je crois que c'est déjà arrivé cette saison. Peut-être une fois. Mais c'est vrai que généralement, c'était Casado, Bernal au début, après De Jong. Donc c'est assez rare, mais oui, Xavi a sorti un très bon match. Je pense qu'il a quelques petits problèmes de positionnement des fois. Pour se positionner vraiment en pivot, on l'a vu en début de match, il venait un petit peu chercher la balle,
Et Inigo lui a dit non, vas-y, recule, reste à ta place, on va dire, moi je vais avancer, tu vois. Ça serait bien qu'il fasse ça avec De Jong aussi, parce que c'est vrai que De Jong a tendance à venir chercher le ballon dans le pied des défenseurs, tu vois. Et généralement, les défenseurs lui donnent sans trop rien dire. Là, Inigo, il s'est permis de dire à Gavi, non, vas-y, t'inquiète, je vais monter moi avec le ballon. Bref, donc en gros, Gavi, tu vois, il avait peut-être, ça c'est en début de match, hein. En début de match, peut-être quelques soucis pour se positionner, mais après, il est monté en puissance dans le match et je l'ai trouvé plutôt intéressant. Maintenant, est-ce qu'il a un avenir à ce poste-là de pur pivot ? Je sais pas, parce que cette position, elle est assez spéciale. Mais il a quelques, comment dire, quelques qualités pour jouer à ce poste, dans le sens où il comprend le jeu du Barça déjà, il a été formé à la Masia, je veux dire, ça c'est pas un problème. Il a une qualité technique aussi, qualité de passe, voilà, qualité technique pour sortir d'un pressing, tout ça, ça il peut le faire. Et il a cette agressivité aussi, donc ça c'est intéressant. Maintenant, je pense qu'il partira pas forcément titulaire ou quoi à ce poste dans la tête du coach. Je pense que ça sera plutôt De Jong, Casado, Bernal pour l'avenir, on va dire, même la saison prochaine par exemple. Je pense pas que Gavi sera utilisé vraiment comme pivot. Mais on sait qu'à la base du jeu, il peut être intéressant. Ensuite, il y a Lucas qui dit « Salut Café ». Salut, t'en penses quoi du match de Garcia en latéral? Perso, je l'ai trouvé assez solide. Je l'ai montré un petit peu dans l'analyse d'hier. J'ai trouvé intéressant. Franchement, je l'ai trouvé assez intéressant. Je pense qu'il peut, dans certains matchs, il peut faire souffler Koundé. On peut faire souffler Koundé pour mettre Garcia sans vraiment grand problème. Il a montré qu'il était à l'aise au poste. Il avait déjà joué quelques matchs, il me semble, une partie de la saison avec Girone la saison dernière où il a joué à ce poste-là de latéral. C'était pas la même équipe, tout ça, peut-être pas la même animation, mais en tout cas, il avait déjà évolué à ce poste. Peut-être qu'il avait cette petite expérience, on va dire, qui a fait qu'il était un peu plus à l'aise. Mais ouais, on n'a pas ressenti vraiment l'absence de Koundé, tu vois. Donc au final, on s'est rendu compte que depuis le début de la saison, on pouvait faire souffler Koundé, on avait le droit. Lui qui a enchaîné un nombre de matchs improbable. Donc ça, c'est bon à savoir. Maintenant, je pense que Flick est très satisfait de Garcia parce qu'il peut jouer partout. C'est un véritable couteau suisse, à l'image de ce que c'était Sergi Roberto à une époque. Garcia est plutôt performant. Cette saison, en plus, il fait une très bonne saison. Il a été beaucoup critiqué par le passé. Est-ce que c'était à juste titre? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que quand des joueurs ont un peu de mal et surtout sont pas trop, comment dire, c'est pas très vendeur leur image, tu vois. Garcia, c'est un mec classique, un catalan, voilà, de la Masia certes, mais c'est un mec plutôt classique. Il n'y a pas de trop de hype autour de ce genre de joueur. Donc c'est sûr que si en plus les performances à côté sont pas exceptionnelles, il va y avoir tendance à les gens vont dire ouais il est bidon lui, vas-y faut qu'il dégage. On oublie souvent de regarder un petit peu, savoir si le gars a des qualités et savoir si surtout ses qualités peuvent servir au Barça. Et un Garcia en forme, bah visiblement il peut servir au Barça. Est-ce qu'il peut être titulaire? Pas forcément. Mais quand on dit qu'un joueur il peut évoluer au Barça, être important au Barça, ça veut pas dire qu'il doit être titulaire indiscutable dans cette équipe. Ça veut dire qu'il peut être important dans l'effectif, tu vois, en tant que remplaçant. Mais ouais, c'est bon voilà. Maintenant qu'il a pris toutes ces critiques dans la tronche pendant plusieurs années, il est en fin de retour. Et il a l'air plutôt heureux, donc ça fait plaisir aussi pour lui, pour le joueur. Plaisant de voir les joueurs de son équipe heureux. Et il a montré qu'avec ses qualités, il pouvait évoluer maintenant au milieu. En défense, bon déjà forcément, il a toujours eu ce déficit un peu physique d'un défenseur quoi, qui doit être peut-être trop agressif. Pour compenser son manque de physique, il va compenser par une grosse agressivité, on va dire, et des fois il faisait des fautes bêtes. Ça, j'en avais déjà parlé il y a un moment. Mais il a prouvé qu'il pouvait évoluer au milieu et que c'était plutôt pas mal, sans être fou. Forcément, c'est pas un milieu de terrain, mais il peut faire l'affaire dans des matchs pour faire des rotations. Et là, en tant que latéral, il a plutôt été bon. Il a fait une passe D au final à Olmo. Il a cette qualité de passe, je l'ai montré dans l'analyse hier, mais il a cette qualité de passe qui te permet de, en tant que latéral, par moment, se retrouver un petit peu presque au cœur du jeu et pouvoir casser des lignes, distribuer, faire des différences par la passe, soit débloquer une action par une passe qui va casser des lignes. Et ça, c'est intéressant d'avoir un joueur de cette qualité en fait. C'est toujours intéressant d'avoir un joueur qui a d'excellentes vraiment qualités, qui correspond au Barça. Parce qu'un joueur comme ça, dans une équipe qui sait pas jouer au foot, façon de parler, hein, mais qui joue pas du tout de cette manière, on va dire ça plutôt comme ça, il va pas servir à grand chose en soi. Mais un joueur avec ces qualités-là pour le Barça, ça va être un plus, parce qu'il a la vista, il a la qualité de passe, il a pas peur, il est à l'aise balle au pied, tout ça. Donc avoir un joueur comme ça dans son effectif, pour si tu veux faire souffler un joueur titulaire, tout ça, et le mettre, c'est toujours, je trouve que c'est important, et c'est intéressant. Et visiblement, Flick est d'accord, donc tu vois. Ensuite, il y a Ibu
dit salut tonton, salut. Quand on joue comme ça, qui peut nous arrêter vraiment? Le gardien. Léo Roman. Découvert ce gardien là, je sais pas ce qu'il nous a fait. Apparemment, si j'ai bien compris, il était remplaçant en plus. C'est le gardien remplaçant de Majorque. D'où il sort lui? C'est quoi cette folie? Mais ouais, franchement, le match était plaisant, comme je l'ai dit dans le débrief, tout ça. Le match était vraiment de bonne qualité. On s'est amusé. Et dans ce match-là, on aurait pu sortir facilement avec 3 ou 4 buts, tu vois, 3 ou 4-0. Mais bon, le gardien a été excellent et a sauvé un petit peu son équipe. Mais ouais, c'était un match assez plaisant. On s'est procuré beaucoup d'occasions. On a eu une équipe très offensive. Il y avait des combinaisons intéressantes, tout ça. Non, franchement, c'était pas mal. C'était pas mal. J'ai hâte de voir les prochains matchs. Prochain match d'ailleurs. C'est un certain classico. Ensuite, t'as Babsni qui dit « Mais pourquoi ils disent qu'on est fatigué? Le pressing de fou ce soir? Force frérot. » Merci pour la force. Bah, pourquoi ils disent qu'on est fatigué? Le pressing de fou? Il y avait 6 joueurs remplaçants. Il y avait la moitié de non, je sais pas si c'était 6, mais il y avait la moitié de l'équipe qui sont des remplaçants, qui jouent pas souvent. Donc, encore heureux qu'ils sont pas fatigués, ces mecs. Il y avait Garcia latéral. Normalement, c'est Koundé. Il y avait Araujo, qui est remplaçant. Inigo, il avait soufflé le match d'avant, je crois, si je dis pas de bêtises. Hector Fort, Gavi qui avait pas joué non plus le match d'avant. Olmo qui faisait un petit peu son retour dans le 11. Qui d'autre? Ansu Fati qui est normalement, tu vois, il a de la fraîcheur le en dessous. Donc en vrai, même Lamine s'était reposé le match d'avant, je crois, contre le Celta. Il me semble, ouais. Donc bon, d'un côté, frérot, oui, on est fatigué. Oui, les joueurs avaient besoin de repos. Et ça fait plaisir de gagner des matchs en faisant tourner l'équipe. Franchement, c'est vraiment la très bonne nouvelle de ce match-là. C'est que on a fait tourner, on a fait souffler vraiment l'équipe, on a fait vraiment tourner, quoi. Et on a quand même réussi à gagner et à sortir un match plaisant. En plus de ça, un bon match. Ça s'est pas vu au score, tableau d'affichage, mais en tout cas, c'était un bon match. Ensuite, il y a Mobala Godou qui dit « Salut Café, salut frérot, qu'as-tu pensé du match de Fati? Peut-on espérer qu'il retrouve son niveau d'avant ?» J'ai partagé un thread Twitter sur Ansu Fati. C'est un gars, j'ai plus son nom, Lucas, qui est, je crois qu'il est kiné, préparateur physique, quelque chose comme ça. Donc il parlait un petit peu, lui, il a des connaissances, j'imagine, hein, vu que c'est son taf, sur le côté physique des joueurs. Moi, j'en ai pas du tout, donc vous dire si Ansu Fati va retrouver son niveau, déjà, il faudrait qu'il retrouve, avant de retrouver son niveau, il faudrait qu'il retrouve son physique. On en a souvent parlé, on savait pas trop avec Ansu Fati si c'était vraiment physique ou si c'était mental. C'est peut-être un peu des deux parce que les deux sont liés. Et dans le trade, justement, le gars disait que, je trouvais ça assez intéressant, c'est que inconsciemment, les joueurs, quand ils subissent des blessures aussi importantes, bah leur inconscient bloque un peu, leur empêche d'être totalement à 100% physiquement. C'est comme s'il protégeait, tu vois, ton inconscient va protéger ta blessure, ou là où tu t'es blessé en tout cas, pour éviter, tu vois, question de sécurité. Et donc, le joueur paraît moins explosif, tu vois, moins puissant, moins rapide, parce que même si lui, il se sent à 100%, ben mentalement, ta blessure, la cicatrice de ta blessure, elle est dans ta tête en fait. Et elle te bloque tes jambes, ta puissance que tu avais avant, on va dire, elle est un peu bridée par cette blessure. Mais c'est mental en fait. Donc est-ce que c'est mental avec lui ou pas? Bon, on n'est pas avec le joueur, donc on peut pas vraiment savoir. J'ai tendance toujours à dire ça. Nous, on sait pas, on n'est pas à l'intérieur, on n'est pas dans les vestiaires. Tu vois, on peut pas vraiment savoir. Mais en soi, on peut se poser la question de savoir, oui, si c'est physique ou mental. Et comme je le dis, c'est souvent un peu lié. Le physique, si mentalement t'es pas bien, physiquement tu vas pas être bien. Tu vas pas être à 100%. Donc il faut que le joueur déjà arrive à reprendre confiance en lui, reprendre confiance en son corps en fait. C'est ça aussi, pour les sportifs de haut niveau, c'est compliqué. Si t'as pas confiance en ton corps, c'est difficile de te donner toi-même à 100% sur le terrain. Mais ça a été encourageant. Déjà, je trouve, il a fait un bon match. Pour un match comme ça, il n'a pas joué. Le gars disait dans son trade d'ailleurs aussi qu'on ne se rend pas vraiment compte, mais c'est vrai que les sportifs de haut niveau comme ça, le mec n'a pas joué pendant je sais pas combien de mois en fait. Il avait joué 5 minutes là, il a peut-être joué en début de saison vite fait. Mais pendant plusieurs mois, le gars il joue qu'à l'entraînement. Il est à l'entraînement déjà
psychologiquement, ça doit être usant, ça doit être... Même si le coach lui a dit, on va pas aussi oublier ça, le coach lui a dit qu'il comptait pas sur lui. Donc après, le joueur décide de rester, décide de vouloir forcer les choses, dire non, moi je veux réussir au Barça, je veux rester, je veux prouver. Derrière, il faut assumer, il faut prouver, tu vois. Mais le coach lui avait dit, apparemment, il y avait eu un discours, il lui avait dit qu'il comptait pas forcément sur lui, qu'il ferait mieux de partir. Bref, il est resté, il a voulu prouver, il est resté des mois et des mois sans jouer un match. Ça, c'est usant aussi mentalement parce que tu te frustres. Et c'est dur, ça aussi, il faut le prendre en compte, évidemment. Donc, il faut le prendre en compte aussi pour cette performance. Et c'est ça qui rend la performance d'autant plus, on va dire, belle. En tout cas, ça reste une bonne perf parce que le gars, pendant des mois, il accumule cette frustration de ne pas jouer. Il joue. Il y a cette pression-là, tu vois. T'as pas joué pendant plusieurs mois, t'as la pression de « Oula, faut vraiment pas que je me rate parce que sinon c'est foutu pour moi ». On en avait parlé dans l'avant-match, le live. Et c'est vrai qu'on disait ça. Il s'est plaint de pas jouer, il est titulaire. Derrière, faut prouver que tu peux être titulaire. Et il y a cette pression-là chez le joueur, tu vois. Et au final, il s'en est plutôt bien sorti. Il s'est procuré des occasions. Il a essayé d'être collectif. De temps en temps, il y allait un petit peu tout seul. Il a essayé d'accélérer, de faire 2-3 trucs. C'est encourageant pour la suite. Maintenant, est-ce qu'il retrouvera vraiment son niveau d'avant? Comme je l'ai dit, on peut pas vraiment savoir. Moi, je suis pas devin. Et avant de retrouver son niveau, comme je l'ai dit, faut qu'il retrouve... faut qu'il guérisse, en fait. Et j'ai l'impression qu'il a toujours pas guéri de sa blessure. Ensuite, il y a Théodore qui dit « On fait comment pour remplacer Baldé contre le Real et l'Inter à l'aller? Eric, Araujo, Forte et Martin, c'est limite. » Oui, il y en a certains qui disent Eric Garcia, pourquoi pas le mettre latéral gauche, vu qu'il a bien joué latéral droit, mais il était latéral droit, il était sur son pied droit. Là, de le voir latéral gauche, peut-être qu'il sera pas du tout à l'aise. Apparemment, selon les dernières infos, Flick préférerait Gérard Martin à Hector Forte pour remplacer Baldé parce que il est gaucher et donc il est sur son bon pied, on va dire, pour jouer de ce côté-là. Donc mettre Ronald ou Eric Garcia, ce serait les mettre sur leur mauvais pied. Donc d'office, si on part sur cet argument-là de dire qu'il faut mettre le joueur sur son bon pied, bah, que ce soit Forte, Eric Garcia ou Ronald Araujo, les trois sont éliminés. Il y en avait qui parlaient d'Inigo latéral gauche, mais jamais de la vie. Inigo, déjà, il est beaucoup trop important en défense centrale. C'est probablement un des meilleurs ou le meilleur, mais il fait partie du top 3 des meilleurs défenseurs centraux de la saison. Meilleur peut-être défenseur du Barça cette saison. Et il faudrait le mettre latéral gauche. C'est comme l'histoire de le mettre Kouarsi, ça me faisait rire à chaque fois, mais il y en avait plein qui disaient, vu que Kouarsi est à l'aise balle au pied, pourquoi pas le mettre milieu défensif, en pivot? Mais pourquoi enlever un joueur qui est le meilleur à son poste, qui est trop fort à son poste, qui apporte vraiment l'équipe, pourquoi l'enlever pour le mettre à un autre poste? C'est un truc que je comprends pas. Donc pour Inigo, je comprends pas, non, il peut pas jouer latéral gauche, surtout que le latéral gauche au Barça, les amis, c'est pas un latéral gauche qui reste en défense, c'est un latéral gauche qui est ailier, qui doit faire des retours défensifs, qui doit faire des montées comme ça. C'est presque un piston en fait, le latéral gauche. Donc mettre Inigo en piston, ça n'aurait pas de sens. Bref, donc Inigo pour moi est éliminé d'office. Maintenant, Eric Garcia, oui, il a montré qu'il était un couteau suisse. Ronald, pour moi, déjà qu'il n'est pas à l'aise sur son pied droit, alors imaginez le mettre sur son pied gauche. Non. Ronald Araujo, non. Maintenant, il reste Eric Garcia, Hector Forte, Gérard Martin. Gérard Martin, depuis le début de la saison, comme je l'ai dit tout à l'heure, est le remplaçant de Baldé. Donc à un match comme ça, quelques jours, on va dire, d'une finale de Coupe d'Espagne et de demi-finale de Ligue des Champions, il faudrait changer et mettre un joueur qui n'a pas du tout joué à ce poste de la saison, comme Eric Garcia par exemple. Je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire. Je ne sais pas s'il ferait un bon match. Je pense qu'il serait bon, tu vois, même s'il serait pas sur son bon pied. Quel message tu envoies à Gérard Martin? Vous allez me dire, on s'en fout complètement du message à Gérard Martin parce qu'il est éclaté, machin. Mais oui, nous on est supporters, on peut dire ce qu'on veut. Je peux dire Gérard Martin il est éclaté, vas-y dégagez-le de l'équipe, ouais, être méchant on va dire avec lui. Mais déjà si on était en face de lui, je pense que tout le monde ferme sa bouche. Tu vas pas dire à un joueur comme ça, à un être humain, dégage t'es bidon, enfin ou alors t'as des problèmes. Mais être méchant gratuitement. Et un coach comme ça qui doit gérer un effectif, il faut qu'il mette en confiance ces joueurs, qui garde les joueurs on va dire concernés, qui leur donne confiance, pour qu'ils performent, tu vois. C'est une gestion humaine d'un groupe. Donc quel message tu envoies au joueur qui a remplacé Baldé, qui a fait beaucoup de matchs cette saison, quel message tu lui envoies si d'un coup pour un match tu le dégages et tu mets un autre joueur? Maintenant oui, Gérard Martin ne rassure pas. Est-ce que Hector Forte rassurerait plus que Gérard Martin offensivement peut-être, défensivement je ne sais pas. Franchement, honnêtement je ne sais pas. Même s'il n'est pas mauvais Hector Forte, loin de là. Mais je sais pas s'il rassurerait beaucoup plus défensivement qu'un Gérard Martin. Ça reste là le sujet de discussion qui va faire beaucoup parler dans les prochains jours. Avant le match, avant le Classico. Si Gérard Martin joue le Classico et passe complètement à côté de son match et
éclaté complet, là peut-être que Fleet il pourra se poser des questions et se dire bah il faut trouver une autre solution. En attendant, je pense qu'on va partir avec Gérard Martin, les amis. Ensuite il y a Roman qui dit je vais créer une secte et notre dieu sera Pedri. Ne rentrons pas dans ces délires. Non mais je sais que c'est une vanne, mais ouais, Pedri me rappelle tellement une belle époque du Barça. C'est tellement un joueur que je kiffe trop. Je vous le dis, maintenant c'est fini, je suis plus du tout objectif avec Pedri. Je l'étais pas beaucoup avant parce que je trouvais qu'il était excellent. Et le problème c'est qu'il se blessait souvent, donc il y en a qui sont allés jusqu'à dire ouais, autant vendre Pedri. Imaginez la chose. Imaginez ça maintenant, de se dire on vend Pedri parce qu'il est blessé, et imaginez là, regardez cette saison-là, ce qui est en train de faire Pedri, et de se rappeler ça, c'est une folie. Mais ouais, Pedri est beaucoup trop fort, quoi. Pedri est beaucoup trop fort. Et dites-vous, si jamais ça vous étiez sorti de la tête, Pedri a 22 ans. On compare souvent Pedri à Xavi, Iniesta surtout. Iniesta à 22 ans, les amis, il n'était pas titulaire au Barça. C'était pas le même Barça, c'était pas le même contexte, tout ça. Mais Iniesta n'était pas aussi important que ça à 22 ans. Iniesta, il s'est vraiment installé, il est devenu vraiment très important, je dirais, quand Guardiola est arrivé. Il a vraiment été installé là. Avant, il y avait quand même... il jouait, tu vois, il jouait beaucoup, il était très important. Il était déjà très fort, hein, Iniesta. Franchement, Iniesta était monstrueux. Mais il n'était pas aussi important dans l'équipe à 22 ans. À 22 ans, il était dans la rotation, voilà. Il jouait de temps en temps, il jouait des matchs, tout ça, même des matchs importants, mais s'il avait joué la finale, je crois, de 2006. Mais voilà, mais ce que fait Pedri là à 22 ans, être déjà le patron de l'équipe, être aussi important dans son équipe à cet âge-là, c'est une folie. C'est une folie. Ensuite, il y a Boss El Mathias qui dit sans être mauvais, Ferran n'a pas assez pesé sur la défense adverse, je trouve. Lewandowski a manqué ce soir. Bah, on en a un petit peu parlé tout à l'heure de Lewandowski. Lewandowski reste le meilleur buteur de l'équipe. Donc forcément, quand on marque pas beaucoup de buts, on se dit peut-être qu'il manquait Lewandowski. Si on avait mis 3 ou 4-0, est-ce qu'on aurait eu le même discours? Je ne sais pas. Est-ce que toutes les actions qu'on a manquées, c'était uniquement Ferran Torres? Si c'est le cas, que Ferran Torres remplace Lewandowski, que Ferran Torres rate toutes ses occasions, on peut se dire bon bah voilà, entre les deux on peut comparer et dire si ça avait été Robert, peut-être qu'il aurait marqué plus de buts, au moins un but. Je vais vérifier, je vais aller voir. Je vais regarder combien d'occasions s'est créé Ferran Torres. Ferran Torres a fait 4 tirs, 1 tir cadré, 3 tirs non cadrés. Incroyable, c'est le même nombre de tirs qu'Ansu Fati par exemple, qui a fait 1 tir cadré, 2 tirs non cadrés, 1 tir bloqué. Lamine Yamal a fait beaucoup plus de tirs, il en a fait 10 de tirs, 4 tirs cadrés, 4 tirs non cadrés et 2 tirs bloqués. Donc au final, Ferran Torres, des 3 attaquants titulaires, c'est celui qui s'est créé le moins d'occasions, enfin à égalité avec Ansu Fati. Donc si tous les attaquants avaient marqué au moins un but, eh bien on n'en serait peut-être pas là. On serait pas à tenir ce discours à dire bon bah est-ce que Lewandowski nous a manqué, sachant que tu gagnes 3 ou 4-0, tu vois. C'est la grande question. Maintenant, en termes de jeu, collectivement je parle, je trouve que Ferran a été plutôt bon dans le jeu, il s'est proposé, il a fait des bons appels, tout ça. Maintenant, oui, en termes de danger sur la cage adverse, Ferran n'a pas pesé. Il a fait peut-être un beau tir que le gardien a arrêté, je l'ai montré dans l'analyse hier, j'ai dit à un moment il pouvait peut-être faire la passe à Ansu Fati, mais oui, Ferran n'a pas forcément pesé sur la cage adverse. Et il faut savoir aussi qu'il n'y avait pas Rafinha d'entrée, Rafinha qui est un des meilleurs buteurs du Barça cette saison. Donc s'il y avait eu Rafinha peut-être à la place d'Ansu Fati, non pas que je voulais pas qu'Ansu Fati joue, mais d'avoir un peu plus de danger sur la cage, peut-être que pareil on aurait marqué plus de buts. Peut-être que Rafinha aurait mis un doublé, tu vois. Peut-être qu'on aurait gagné 3-0 et on ne se serait pas posé la question de Robert. Ce qu'il faut regarder, c'est dans le jeu, tu vois. Si on arrive à se procurer déjà beaucoup d'occasions, c'est déjà pas mal. Après, il faut l'efficacité. On redevient le Barça de la saison dernière, qui se procurait beaucoup d'occasions, mais qui marquait très peu. Sauf que cette fois-ci, on défend quand même un peu mieux. Ensuite, il y a BLT qui dit « Salut tonton, salut. Penses-tu que Ansu va maintenant rentrer dans la rotation ?» Ouais, je pense que ouais. Franchement, je pense qu'il a prouvé au coach qu'il pouvait avoir sa chance. Maintenant, je pense qu'Ansu Fati, le poste où il est le plus à l'aise, c'est vraiment le poste à la place de Rafinha. Donc, quand il faudra faire rentrer des joueurs, on sait que Ferran Torres, généralement, la plupart du temps, quand il rentre, c'est soit ailier gauche au poste de Rafinha, donc ailier gauche qui rentre à l'intérieur du jeu, donc plus axial qu'ailier, ou il rentre à la place de Lewandowski. Là, Lewandowski n'est plus là.
quand il reste Pau Vitor et Ferran Torres, ils peuvent jouer en 9, voire Dani Olmo aussi. Donc quel poste va occuper Ansu Fati? Peut-être plus, tu vois, remplaçant de Rafinha. Mais vu qu'il faut garder un petit peu d'énergie, on va dire, il reste pas beaucoup de matchs non plus pour faire jouer les joueurs. Il y a 3 matchs importants qui vont arriver là, qui sont vitaux. C'est évidemment la finale de Coupe d'Espagne, c'est pas vital mais c'est pour gagner un trophée. Et après demi-finale de Ligue des Champions. Je pense qu'entre-temps, voilà, le match contre Valladolid, Ansu Fati va le jouer, peut-être pas entièrement, mais il va être titulaire, c'est sûr. Et à voir maintenant s'il va rentrer dans des matchs importants. S'il rentre en attaque pour faire souffler un joueur en attaque, et s'il rentre en Ligue des Champions, par exemple, en demi-finale contre l'Inter, c'est assez positif pour lui. Ça veut dire vraiment que le coach compte sur lui. Mais d'abord, faut qu'il monte en puissance. Je trouve que là, les matchs qui vont arriver c'est trop tôt, tu vois. Pour avoir vraiment, pour qu'il débloque le match, lui, faut vraiment, il a du chemin à faire encore. Mais oui, avoir du temps de jeu, être dans la rotation, je pense que c'est possible. D'ici la fin de la saison, il y a des matchs à jouer. Il n'y en a pas beaucoup, mais des matchs de Liga surtout. Je pense qu'il aura son mot à dire. Ensuite, il y a Lutstar qui dit: penses-tu que Ferran saura être utile en l'absence de Lewandowski vu son match de ce soir? Il y a pas mal de questions sur Ferran Torres. Je trouve pas qu'il ait fait un mauvais match. Je dis pas qu'il a été bon, attention, je dis pas qu'il a été excellent. Je pense qu'il aurait pu faire des choses beaucoup mieux que ça. Mais je l'ai pas trouvé inintéressant dans le match. Hein. Dans le jeu, tout ça, les appels, je l'ai montré dans l'analyse hier, mais il faisait des bons appels, ça s'entendait plutôt bien avec Dani Olmo. Moi, j'ai trouvé le match intéressant. Maintenant, à la finition, c'est sûr que ça n'a pas été la folie, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé un peu des stats. Le joueur qui a le plus tenté, c'est Lamine Yamal, par exemple, tu vois. Il a beaucoup plus tenté, il a tenté 2 fois plus que Ferran. Ferran, il a fait 4 frappes dans le match, je crois. Ouais, 4 frappes, ouais. Ou 5, je sais plus. Bref, et Lamine Yamal, il a fait 10 frappes, tu vois. Donc, Lamine Yamal a beaucoup plus tenté. Mais après, Ferran, c'est pas le même joueur que Lamine Yamal. Lamine Yamal, il va faire des dribbles, il va essayer de débloquer le match par ses dribbles, par ses provocations. Donc, on va dire, Lamine Yamal, il a fait un bon match. Et Ferran, le problème, c'est qu'il peut pas, il peut pas montrer qu'il est utile à l'équipe s'il marque pas, en fait. C'est toujours ça le problème. Mais je trouve que dans le jeu, il a été plutôt bon. À l'image de ce que je dis de Robert Lewandowski, quand je dis que certes, il a marqué. Si Robert marque un but, c'est bien. Mais moi, je vais souvent parler dans le jeu, ce qui produit le joueur dans le jeu. Et Ferran Torres produit quelque chose de plus qualitatif. Ça colle plus au jeu du Barça, ce que Flick veut mettre en place, ça colle plus ce que produit Ferran dans le jeu que Lewandowski par exemple. Après, Lewandowski est beaucoup plus utile pour marquer des buts et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais dans la fluidité du jeu, Ferran est plus adapté, tu vois. Par exemple, ça veut pas dire qu'il a fait un excellent match contre Mallorca, mais je trouve pas qu'il a été mauvais, hein, franchement. On termine avec la question de Mickey qui dit si tu dois soutenir un seul joueur pour le Ballon d'Or, qui est-ce avec toute objectivité? La petite phrase de fin là, avec toute objectivité, sachant que tout à l'heure je me suis mouillé, j'ai dit que j'étais pas objectif avec Pedri. Je sais pas du coup. En toute objectivité, je pense que Rafinha le mériterait. Encore une fois, hein, il faut d'abord gagner la Ligue des Champions. Je pense. Si par exemple le PSG va gagner la Ligue des Champions et Dembélé est décisif dans tous les matchs jusqu'à la fin, peut-être que Dembélé va avoir le Ballon d'Or. Ce qui serait quand même assez fou, je trouve, quand je revois tout, tu vois, tout ce qui s'est passé, les flashbacks et tout. Mais bon, bref, c'est comme ça, c'est le football. Mais Rafinha, si jamais il était encore en plus décisif en Ligue des Champions, je pense qu'il aura un avantage. Et je pense que ça serait pas immérité pour lui de gagner le Ballon d'Or. Si on arrive jusqu'en finale, si on gagne la Ligue des Champions, alors que ça fait des années qu'on l'a pas gagné, et que encore une fois, Rafinha est toujours aussi décisif comme il l'est depuis le début de la saison en Ligue des Champions, je pense qu'il ira tout droit vers le Ballon d'Or, tranquillement. Il ira le prendre et personne lui dira que c'était pas mérité. Maintenant, en toute objectivité, je pense, en étant honnête en tout cas, en toute honnêteté, je pense que Pedri est le joueur le plus important du Barça cette saison. Largement en plus, largement. Maintenant, t'as des joueurs qui sont très importants pour faire jouer l'équipe et t'as des joueurs qui sont très importants pour faire gagner l'équipe. Quel est le plus important? Faire gagner l'équipe ou faire jouer l'équipe? Sachant que si tu fais pas bien jouer l'équipe, peut-être que tu pourras pas la faire gagner non plus. C'est un peu lié, tu vois. C'est la grande question. Après, c'est une question aussi de feeling peut-être, de comment dire. Il y en a qui vont préférer les milieux de terrain, il y en a qui vont préférer les attaquants, il y en a qui vont préférer les défenseurs, les gardiens aussi, les arbitres de touche. Il y a des supporters d'autres clubs qui préfèrent les arbitres. Je ne sais pas. Donner un Ballon d'Or à Gil Manzano, je sais pas s'il faut faire, les gars. Non, mais en vrai, moi je le donnerais à. J'aurais tendance à préférer quand même que ça soit Pedri qui l'ait. Il y en a qui me disent que vaut mieux que ce soit Rafinha parce qu'il est à son prime, parce que peut-être qu'il aura
plus l'occasion de l'avoir, alors que Pedri, oui. Les gars, j'ai vécu ma vie de supporter du Barça en voyant Xavi et Iniesta ne jamais avoir le ballon d'or, alors que c'est les meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football, largement en plus. Donc bon, est-ce que Pedri aura une occasion, une autre chance de l'avoir? Peut-être, parce qu'il va marcher sur le football pendant encore de longues années, je l'espère. Toucher du bois. On va rester là-dessus. On se retrouve demain pour l'avant-match Classico, les amis. Et oui, la pression monte. Premier trophée, enfin deuxième, après la Super Coupe d'Espagne. Premier trophée de deuxième, du coup, je vais y arriver, de la saison possible. Donc on se retrouve demain, on parlera de tout ça. Bonne journée à tous. Ciao.